Bonjour à tous. Alors, dans une précédente séance, nous avions établi la première loi de Kepler. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième et la troisième loi de Kepler, voir comment les lois de Newton permettent de les établir. Alors, commençons par la deuxième loi de Kepler. Donc, je rappelle, la deuxième loi de Kepler dit que les planètes balayent des aires égales en des durées égales. Autrement dit, l'air balayé est proportionnel au temps. Donc, ce que nous allons faire, nous allons calculer l'air que balaye la planète P entre deux instants infiniment voisins, t et t plus dt. Donc, mettons que la planète à l'instant t soit ici, et mettons qu'à l'instant t plus dt, elle est en P' ici. Et pendant la durée dt, la planète se déplace d'un vecteur qui vaut v dt, par définition du vecteur vitesse. Et la partie en rouge, c'est justement précisément ce que je cherche, c'est l'air balayé par la planète. Alors, on a donc ici affaire à un triangle. Alors, l'aire d'un triangle, c'est la moitié de la base fois la hauteur. Alors, donc, calculons l'aire balayé par P entre ces deux instants. Il suffit juste d'écrire dA égale 1 demi de la norme du vecteur EP vectoriel EP'. En effet, si vous calculez ça, vous trouvez la norme de EP, donc ici, mettons, c'est la base, fois EP' fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs EP et EP'. Or, EP' fois sinus de l'angle, c'est tout simplement la hauteur du triangle. Donc ça fait tout simplement l'aire du triangle. On peut développer EP' et dire que EP' c'est EP plus PP'. Et on peut développer ce produit vectoriel, EP vectoriel EP ça fait 0, donc il va nous rester EP vectoriel PP'. Mais PP' c'est VDT. Donc on obtient 1 demi de la norme de EP vectoriel VP fois dt. Or, qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Eh bien, vous reconnaissez en fait le moment cinétique divisé par la masse. Si je mets ici la masse, on reconnaît le moment cinétique par rapport à E. Donc ça, en fait, c'est le moment cinétique orbital de la planète divisé par sa masse. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la constante des airs. Et donc, ce que l'on trouve, nous, c'est que l'air balayé, entre t et t plus dt, c'est la constante des airs divisée par 2 dt. Donc, vous comprenez pourquoi on l'appelle la constante des airs, parce que sa valeur est liée à la variation de l'air balayé par unité de temps. Finalement, du fait que la force est centrale, le moment cinétique se conserve, et qu'on peut donc définir une constante des airs, et dans ce cas-là, on montre que l'air balayé par unité de temps, on dit aussi la vitesse aréolaire, donc le nombre de mètres carrés par seconde balayé par la planète, est une constante égale à la moitié de la constante des airs. On a dA sur dt égale c sur 2. Et bien entendu, ça veut dire qu'en des durées égales, l'air balayé sera forcément la même, pour une planète donnée, bien sûr. Donc la deuxième loi de Kepler est démontrée. Troisième loi de Kepler, donc je rappelle ce qu'elle dit. Elle dit que pour les planètes qui décrivent donc une ellipse, eh bien, le rapport du grand axe au cube sur la période orbitale au carré est une constante identique pour toutes les planètes du système solaire. Newton non seulement montre que cette loi est la conséquence des deux premières, c'est pas une nouvelle loi en fait, c'est une conséquence des deux premières, et en prime, il détermine cette constante. On obtient A3 sur T carré égale la constante de gravitation fois la masse de l'étoile divisée par 4π2, ce qui est bien une constante pour toutes les planètes du système solaire puisqu'elles tournent toutes autour de la même étoile qu'est le Soleil. Alors, montrons cette relation. Pour cela, on va partir de la seconde loi de Kepler qui dit que l'air balayé par unité de temps, c'est la moitié de la constante des airs. Si vous intégrez l'air balayé sur une période orbitale, donc entre 0 et t, t étant la période orbitale de la planète, vous allez trouver intégrale de c sur 2 dt, entre 0 et t. Donc ça, c'est facile à calculer, c'est c sur 2 t.
Et puis ça, c'est l'air balayé par la planète en ayant fait un tour. Donc ça, c'est l'air de l'ellipse. L'air d'une ellipse, c'est simplement pi fois a fois b. D'ailleurs, on retrouve pi r2 pour un cercle, puisque pour un cercle, le grand axe et le petit axe sont confondus et sont égaux au rayon. J'obtiens donc la relation suivante, pi ab égale la constante des airs sur 2 fois la période orbitale. Si j'élève ça au carré, j'obtiens pi carré fois a carré b carré égale la constante des airs grand C au carré sur 4 fois t carré. Ce que l'on va faire maintenant, c'est on va exprimer la constante des airs en fonction des paramètres de l'ellipse. Et pour cela, on va s'aider de l'énergie en fait. Je vais redessiner l'ellipse ici. Donc vous voyez une ellipse, ça a une forme comme ceci. Bon, c'est mal dessiné, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez les deux axes de symétrie de l'ellipse. Ça c'est O, ça c'est le foyer par exemple de l'ellipse. Vous voyez, on va s'intéresser en fait à deux points particuliers qui sont le point le plus proche de l'étoile, ici du foyer, et le point le plus loin. Ce point-là, c'est le point le plus proche de l'étoile, et dans ce cas-là, cette distance-là est minimale. La valeur minimale, c'est quoi? C'est simplement, vous voyez ici, puisque si on appelle A le grand axe, le demi-grand axe de l'ellipse se retrouve ici. Et si j'appelle petit c la distance focale, vous vous souvenez, un petit c, c'est la distance à laquelle se trouve le foyer par rapport au centre de l'ellipse. Ça s'appelle la distance focale. Attention, ne confondez pas petit c avec le grand C, hein, ça n'a rien à voir. Donc ici, j'ai une relation simple entre R A et C, c'est que R c'est A moins C. Lorsqu'on est par contre au plus loin, la distance est maximale et vaut ici R max. Et cette valeur maximale, c'est simplement, vous voyez, A plus C. Bien sûr, hein, le A se retrouve également ici. C'est symétrique. Et ce que je vais écrire, maintenant, c'est la conservation de l'énergie. Je vais écrire que l'énergie mécanique en ce point, A par exemple, et là ce point B, je vais écrire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Alors si j'écris l'énergie mécanique 1 demi de m r point carré en A, plus m grand C carré, la constante des airs, sur 2 fois... Alors le R en A, c'est R min, donc je vais mettre A moins C au carré, et plus l'énergie potentielle, donc moins G, M étoile, sur R, mais ici R c'est A moins C, égale 1 demi de M R point carré en B, plus MC, M grand C carré sur 2R2, mais ici R c'est A plus C, donc au carré, et enfin l'énergie potentielle, donc moins G, M étoile, sur R max, c'est-à-dire A plus C. Alors, première chose, R.A et R.B, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, ce sont des minima et des maxima. R passe par un minimum ici et par un maximum. Donc R passe par des extrémums lorsqu'on arrive en A et en B. Donc la dérivée de R au cours du temps vaut 0, tout simplement. Il me reste donc une équation qui va me permettre d'exprimer C en fonction des paramètres petit a, petit c. J'en profite pour enlever les masques. Un petit m disparaît. Je vais mettre les c d'un côté. J'obtiens c carré sur 2, facteur de 1 sur a moins c au carré, moins 1 sur a plus c au carré, est égal à g m étoile
donc fois 1 sur A moins C, moins 1 sur A plus C. Alors tout ça s'arrange assez facilement, donc je vous laisserai vérifier que ça fait 4A fois C divisé par A2 moins C2 au carré. Et cela également, ça s'arrange, puisque ça fait simplement 2 fois petit c sur A2 moins C2. Voilà, donc je fais un petit produit en croix, et j'obtiens le résultat. J'obtiens grand C carré égale, donc là j'ai 4 sur 2, donc ça fait 2, le 2 s'en va avec celui-ci, le C également s'en va, le A2 moins C2 il peut aussi s'en aller. Bref, j'obtiens simplement grand C carré égale GM étoile sur A fois A2 moins C2. On peut aller encore plus loin, c'est que vous vous souvenez également que ici, cette distance-là, entre le foyer et le sommet de l'ellipse, là ici, c'est aussi petit a. Et comme là on a petit b, on a déjà vu que on a ici une relation simple entre A, B et C qui est A2 égale B2 plus C2. Si A2 égale B2 plus C2, ça veut dire que A2 moins C2, c'est B2. Donc finalement, j'ai une relation très simple. La constante des airs au carré, c'est Gm étoile B2 sur A. Donc si je réinjecte ça là-dedans, j'obtiens comme relation, je vais réécrire, pi carré, A carré, B carré, égale, alors C carré, ça fait Gm étoile sur A fois B2, donc il y a un quart qui traîne ici, et fois T carré. Bon, ben voilà, c'est terminé, le B carré s'en va, le A, je le passe ici, le T carré, je le passe également de l'autre côté, le pi2, je le passe de l'autre côté, bref, vous avez compris, on obtient A3 sur T carré est bien égal à une constante qui vaut G M étoile sur 4pi2. La troisième loi de Kepler est ainsi démontrée. Ce que montre Newton, c'est que la constante qu'il y a dans la troisième loi de Kepler, elle nous donne des informations sur la masse de l'étoile. Donc on peut peser une masse d'un corps, finalement, rien qu'en observant les étoiles tourner autour de ce corps. Donc cette troisième loi de Kepler, elle est utile quand on veut justement mesurer la masse des astres. Alors pour prendre un exemple, prenons un exemple avec la détermination de la masse du Soleil. Comment faire? Bien, on peut par exemple utiliser les caractéristiques de la Terre. La Terre, on sait, elle tourne autour du Soleil en un an. Alors si on convertit ça en secondes, donc je rappelle qu'un an c'est 365,25 jours, un jour c'est 24 heures et une heure c'est 3600 secondes, donc converti en secondes, voilà ce qu'on obtient pour une année. Le demi-grand axe de l'orbite terrestre, c'est quasiment 150 millions de kilomètres. Alors en fait précisément c'est 149,6 millions de kilomètres. Si j'applique la loi de Kepler, en prenant G égale 6,67 10 puissance moins 11, ben j'obtiens que la masse du Soleil vaut à peu près 2,0 10 puissance 30 kg. Et ça représente une masse solaire. On sait que la Terre pèse à peu près 6 10 puissance 24 kg, donc là, vous voyez, on est quasiment 1 million de fois plus lourd. Alors, en astronomie, souvent, on utilise les lois de Kepler avec un autre système d'unités plus pratique, qui est le système d'unité astronomique. Alors, l'intérêt, c'est que la formulation est plus simple. L'idée, c'est d'exprimer le temps en années, d'une part. On choisit comme échelle de distance le demi-grand axe de l'orbite terrestre. Et pour les masses, eh bien, on les exprime en masse solaire. De sorte que, quand on formule la troisième loi de Kepler dans ce nouveau système d'unité, bien sûr, la constante G change. Dans ce nouveau système d'unité, la troisième loi de Kepler prend la forme simple A3 sur T carré égale M étoile. En effet, pour la Terre, la valeur de petit a, c'est 1 dans le nouveau système d'unité, par définition. Et puis la valeur de T, c'est 1 également. Et la masse de l'étoile, c'est la masse du Soleil qui vaut 1. Donc on a bien A3 sur T carré qui vaut M étoile.
Donc dans ce nouveau système d'unités, on a simplement A3 sur T carré égale M étoiles, à condition de prendre le temps en années, les masses en masse solaire et les distances exprimées en fonction du demi-grand axe de la Terre. Au passage, ça revient à dire que dans ce nouveau système d'unités, G vaut 4π2, puisque ça c'est censé être égal à Gm étoile sur 4π2, donc G égale 4π2 pour avoir ici M étoile. Alors, je vous donne un autre exemple d'application, c'est la détermination de la masse d'un astre qui se trouve au centre de notre galaxie qu'on appelle Sagittarius A étoile. On a suivi ce qui se passait au centre de notre galaxie grâce aux instruments qui sont basés au Chili, qu'on appelle le VLT, et je vais vous montrer ce qu'on a observé. Donc, allons voyager au centre de notre galaxie. Donc, nous voilà partis au centre de la galaxie. Alors au centre de notre galaxie, on a une concentration d'étoiles assez importante. On voit des étoiles qui bougent, qui tournent, notamment celle-ci, qui tourne autour de quelque chose. On l'a observé pendant 27 ans. Là, c'est une vue en accéléré. Et on a pu reconstruire son trajet, qui donne un arc d'ellipse, regardez, au cours du temps. Et on a pu reconstruire l'ellipse pour pouvoir calculer le grand axe de cette ellipse. À partir du suivi de cette étoile qu'on appelle S2, on a pu reconstruire son orbite elliptique, et donc calculer le demi-grand axe, et également calculer sa période orbitale. Cette étoile S2, qui a été observée pendant, je dis, 27 ans, présente une orbite dont le demi-grand axe vaut 980 UA, quasiment 1000. Donc elle a une orbite qui est 1000 fois plus grande que celle de la Terre. Elle fait un tour en 15,2 ans. Et si vous appliquez les lois de Kepler, alors cette étoile, elle est attirée par un centre attracteur qui a une masse M étoile qui vaut 4 10 puissance 6 masses solaires. 4 millions de masses solaires. Alors là, si vous regardez un petit peu la littérature en astronomie, vous verrez que ça fait bien longtemps qu'on sait que une étoile ne peut pas peser plus que 10 masses solaires. Au bout d'une certaine masse, l'étoile s'effondre sur elle-même à cause de la gravitation. Elle devient instable. Donc, quand on trouve une masse pareille, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que c'est que ce corps qui attire l'étoile S2? La seule hypothèse sérieuse pour l'instant qui convainc les scientifiques, c'est que au centre de notre galaxie, on a un simple trou noir de 4 millions de masses solaires. Donc voilà, au centre de notre galaxie, comme au centre de beaucoup de galaxies, il y a un trou noir, objet qui va nous réserver sans doute encore beaucoup de surprises à l'avenir.